Oui, la formation est enregistrée, mais vraiment, aujourd'hui, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. C'est bon, maintenant c'est enregistré. Donc, je répète. Donc, aujourd'hui, on va voir deux choses. Donc, on va parcourir notre plan de formation et par la suite, on va commencer une petite introduction. Donc, tout ce qui est tâches, tout ce qui est position stratégique de contrôleur de gestion, position hiérarchique de contrôleur de gestion et tout ce qui est compétences clés, compétences nécessaires pour un contrôleur de gestion moderne. Donc, au niveau de plan de formation, donc il y en a le premier module, c'est une partie introductive, donc une courte introduction. Là, en fait, comme je vous ai dit, en fait, je vais vous envoyer cette documentation de la mission de contrôle de gestion, les utilisateurs de contrôle de gestion, les outils, les limites, l'évolution de perspective. Ça, je vais vous l'envoyer. Aujourd'hui, on va voir cette partie-là, deuxième partie de l'introduction, c'est-à-dire les 9 tâches clés de contrôleur de gestion, sa position stratégique et son évolution dans le temps, et les compétences clés d'un contrôleur de gestion et les limites de contrôle de gestion. Donc, ça sera une séance, donc ce sera la séance d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui, ce sera une courte séance. On ne va pas mettre 2 heures. Mais à partir de la séance prochaine, on commencera le module d'élaboration et de suivi budgétaire. Et on va voir que c'est un module très important, une partie très importante, une composante très importante de notre formation. Là, on va passer vraiment au moins 5 ou entre 5 et 7 séances et peut-être un peu plus dans la préparation des budgets. Donc, on va commencer donc, les phases d'élaboration du budget. Ça, c'est très important de maîtriser donc, cette partie parce qu'il y en a, en fait, on ne va pas se lancer directement à la préparation de budget sans connaître l'objectif stratégique de l'entreprise. Donc, on va élaborer le plan d'action, on va concevoir des programmes, la budgétisation de programmes. Donc, tout ça, on va le commencer avec aussi une courte introduction qu'on le fera donc la prochaine fois. Et par la suite, on va commencer avec la première partie du budget qui est toujours en fait le budget vente. Donc, la première partie de budget, ça sera toujours, on commence toujours, donc pour un contrôleur de gestion, on commence toujours par le budget vente. En fait, une entreprise moderne, aujourd'hui, quand elle va fixer ses objectifs, elle va travailler sur des objectifs. C'est un objectif de rentabilité. Les actionnaires, quand ils vont se réunir, ils vont vous dire, voilà, notre objectif cette année, c'est de réaliser une telle rentabilité. D'accord? Et donc, à partir de ce point de départ, donc c'est-à-dire la rentabilité demandée par les actionnaires, convenue avec le conseil d'administration, donc, il y aura un plan d'action et un objectif et un plan d'action en fait pour atteindre cet objectif stratégique. Et de là, donc, on va commencer donc la budgétisation. Donc, le budget commence toujours à partir d'un objectif qui est fixé au préalable. Donc, l'objectif de rentabilité, on va commencer par un objectif, un budget des ventes. Un budget des ventes. Quelles sont les ventes qu'on doit les réaliser pour atteindre tel objectif de rentabilité? Surtout, est-ce que la partie charge, la partie coût, en général, c'est une partie qui est maîtrisée par l'entreprise. Et donc, c'est pourquoi on commence toujours par la partie vente. Et la partie vente, elle va conditionner tout le reste, tous les budgets, le reste des budgets. On va commencer donc vente et par la suite tout ce qui est tout ce qui est donc équipe de vente, c'est-à-dire la, la partie, euh, c'est-à-dire la partie commerciale, le service commercial et par la marketing commercial. Et par la suite, on commencera avec le budget. Voilà, donc je vais citer, voilà. Là, on va parler de budget des ventes, les techniques des prévisions des ventes, donc les cycles de vie de produits. Ça, c'est une partie très importante de la maîtriser dans le cycle dans les prévisions des ventes, parce que on va prévoir des ventes pour l'année prochaine. Donc, certainement, on doit prendre en considération beaucoup de facteurs qu'il faut les prendre en considération. Et parmi le premier critère qu'il faut le prendre, c'est le cycle de vie de produit. Donc, la vie de produit, comme en fait l'être humain, donc elle va passer de la naissance jusqu'à donc une croissance, jusqu'à une maturité et par la suite déclin. Donc, et ça, c'est n'importe quel produit, quel que soit en fait ça, c'est-à-dire quel que soit le produit, et même les sociétés, même les grandes marques que vous voyez en fait là, qu'ils ont des produits, qu'ils ont duré, en fait, c'est ça, là, vous allez trouver
qu'ils ont atteint le stade de maturité et que cette entreprise, en fait, elle fait le maximum pour maintenir et pour allonger c'est-à-dire cette phase de maturité et retarder, en fait, c'est-à-dire retarder le déclin de la phase, c'est-à-dire la phase de déclin de ce produit. Donc, on va voir les méthodes à utiliser, la moindre carré, les fonctions exceptionnelles, les fonctions exponentielles, les fonctions linéaires, les fonctions logarithmiques. Ça dépend du cycle de vie de produit, c'est-à-dire la position de produit. Est-ce qu'elle est en lancement? Est-ce qu'elle est en maturité? Est-ce qu'elle est en déclin? Donc, aussi, on va voir tout ce qui est variation saisonnière, parce que il y en a des fois qu'on vend des produits qui dépendent d'une saisonnalité. Donc, on va étudier la saisonnalité aussi. Donc, en fait, on va s'outiller de tous les outils qui sont nécessaires donc, pour réaliser des prévisions correctes. Aussi, on va voir tout ce qui est élasticité de la demande de prix. Donc, si nous avons à augmenter le prix de vente pour l'année prochaine, et donc on va étudier donc cette élasticité de la demande. Donc, on va voir tous les outils qui sont nécessaires pour pouvoir vraiment prévenir, donc faire des prévisions des ventes de l'année prochaine. Euh, Aussi, donc chaque fois, donc on va voir donc tout ce qui est technique qui sont nécessaires et on va pratiquer. Donc on va pratiquer, on va commencer par cas pratique. Toujours au niveau des budgets, on commencera toujours par des hypothèses. Donc ça aussi c'est une règle. Donc chaque budget, donc ça doit commencer par des hypothèses. Et tout le reste, en fait, dépendra, il sera lié de ces hypothèses qui étaient fixées au préalable. Et donc, si par la suite, si nous avons à modifier, on va modifier les hypothèses. D'accord? On ne va pas modifier donc, nos tableaux, mais plutôt les hypothèses. Et automatiquement, nos tableaux, ils vont se mettre à jour donc, avec les nouvelles hypothèses que nous avons fixées. Donc, on va voir, donc ça, c'est l'exercice de cas pratique de l'hypothèse à l'extrapolation des ventes par mois, les ventes par mois, les coûts directs, budget des ventes, élasticité de demande, ça, c'est-à-dire ce qu'on va voir comme technique de prévision, on va l'appliquer. D'accord? Par la suite, on va passer au budget des charges commerciales et marketing, donc on va voir de cas pratiques. Par la suite, avant d'entamer le budget d'approvisionnement, on va faire un petit rappel de gestion de stock. Donc, on va étudier le coût de stockage, les différents niveaux de stock, les classements des articles en stock, les différentes méthodes de classement des articles, la gestion optimale dans un avenir certain, dans un avenir incertain. Et tout ça, ça sera avec des cas pratiques pour se préparer donc, au budget d'approvisionnement. D'accord? Budget d'approvisionnement. Donc, voilà, on va calculer les quantités optimales et les dates de commande, le contrôle budgétaire des approvisionnements et le budget des autres charges. Donc, tout ça, vous voyez, en fait, le budget d'approvisionnement dépendra de budget des ventes. Donc, tout va commencer de budget de vente et que ce budget de vente, il a commencé d'un objectif donc, qui a été déjà fixé. Par la suite, on va voir le budget d'investissement. Là, au niveau du budget d'investissement, il ne faut pas, et là je rappelle toujours donc, aux participants, quand on parle de budget d'investissement, ce n'est pas dans la théorie, c'est-à-dire un choix entre plusieurs investissements. Non, si on parle d'un choix entre plusieurs investissements alors que l'entreprise elle est en exploitation, c'est comme si on n'a pas vraiment une stratégie. L'entreprise qui manque de stratégie. Donc, elle n'a pas de stratégie, donc elle cherche chaque année, elle cherche des nouveaux investissements. Non, en fait, on va chercher l'investissement qui va nous permettre d'atteindre les objectifs qui étaient déjà définis. D'accord? Qui étaient déjà définis. Donc, tel que, par exemple, est-ce qu'il y aura certainement pour toute entreprise, donc l'entreprise, elle ne s'arrête jamais d'investir. Donc, un investissement, il peut être un investissement de remplacement des machines, par exemple, existantes. Si nous avons comme objectif de faire, par exemple, une extension, d'augmenter, par exemple, la quantité à proposer, et c'est peu qu'on on sera, par exemple, on sera obligé d'investir pour réaliser une extension de notre parc de production pour arriver à produire à la quantité nécessaire pour atteindre à la fin l'objectif des ventes.
D'accord? Donc, quand on parle de budget d'investissement, c'est plutôt comment optimiser, donc l'optimiser, atteindre l'objectif qui a été déjà fixé. Et non pas un budget d'investissement dans l'absolu dans un contexte de choix entre plusieurs investissements. On va choisir entre plusieurs investissements, mais ce sont les investissements qui vont être nécessaires et qui sont en liaison avec donc, la stratégie de l'entreprise et l'objectif de l'entreprise. On va à la fin, lorsqu'on va terminer donc, les budgets, donc on va voir la partie, le budget de trésorerie et les états financiers prévisionnels. Donc, on va faire un budget, l'articulation, on va voir l'articulation budgétaire. On va commencer par le budget de TVA, donc avec la TVA collectée, la TVA déductible, la TVA à verser, le budget de trésorerie, les états de résultats et le bilan prévisionnel, et l'équilibre entre budget de trésorerie et les impasses de trésorerie. Ça, lorsqu'on trouve un déséquilibre au niveau de budget de trésorerie, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut intervenir. Et par la suite, on va voir le suivi budgétaire. Donc, notion des écarts, l'écart global, l'écart partiel, schéma d'analyse des écarts, l'écart sur chiffre d'affaires, l'écart sur marge, les méthodes de VRP, de VMRP, volume, rendement, prix, mixte, application de tout ça avec des applications. D'accord? Donc, suivi donc, décomposition de l'écart, analyse des écarts des charges directes, exercice, on va faire des exercices. Donc, analyse des écarts charges indirectes, la réunion de contrôle budgétaire, les écarts défavorables et le coût standard. Tout ça, c'est la partie budget, ça c'est le module, deuxième module. Une fois nous avons terminé donc le module de budget, on va passer à un troisième module qui est l'analyse des coûts et de benchmarking. Donc l'analyse de coûts aussi, on va commencer par une introduction donc de rappel, donc introduction aux coûts, les charges incorporées. On va parler des variabilités des charges, de l'inventaire permanent, des coûts d'achat, le coût de production, de comment calculer le coût de production, comment calculer le coût d'achat, quels sont les éléments, comment la liaison donc entre ces coûts-là et la comptabilité, comment chercher les coûts, ces coûts d'achat, comment les chercher, les produits dérivés, de comment calculer le coût des produits dérivés, comment, en fait, est-ce que les produits dérivés, on va leur calculer leur coût, ou bien ça doit être inclus dans le produit principal. Aussi les emballages, comment calculer donc le coût d'emballage. Et on va voir, ça dépendra de la position, c'est-à-dire de l'emballage, comment quand est-ce qu'elle est réalisée? Est-ce que dès la production ou bien au moment de la livraison? On va voir aussi la notion de précision interne pour les sociétés de groupe, les coûts hors production, les coûts de revient. On va étudier les méthodes classiques du coût complet, donc le traitement des charges, les charges directes, indirectes, le principe de répartition des charges indirectes d'après la méthode des centres d'analyse, les méthodes de calcul de coût complet. On va faire aussi des exercices et par la suite, on va faire aussi la méthode des plus modernes, une méthode de coût basée sur les activités, c'est-à-dire la méthode ABC. On va faire plusieurs exercices, l'imputation rationnelle des charges, l'imputation rationnelle des charges indirectes. Donc, on fera plusieurs exercices pour essayer de maîtriser cette méthode moderne. La méthode des coûts partiels, la méthode de coûts variables, les seuils de rentabilité, la méthode de coûts directs, les méthodes de coûts spécifiques, la comparaison des méthodes partielles et études de cas, le coût marginal, aussi, on va voir les coûts préétablis, donc les coûts cibles ou les target costing. Donc là, c'est comment les préparer. Donc le coût préétabli des charges directes et indirectes et les coûts cibles ou target costing. Donc ça sera la troisième partie de notre formation. La dernière partie, ça sera dédié donc au business plan. Donc, au business plan, là, on va voir essentiellement les investissements, les financements, la production de produits et services, le chiffre d'affaires. Tout ça, ce seront des feuilles, en fait, à développer, les achats consommés, la masse salariale, les autres charges, l'amortissement, les charges financières, l'impôt et taxes, tableau d'emploi ressources, le BFR prévisionnel, le bilan prévisionnel, l'état de résultat prévisionnel et la trésorerie prévisionnelle. D'accord? Donc, c'est ça, notre formation, sur quoi elle va se baser essentiellement sur ces quatre modules. En fait, module introductif et par la suite les trois modules
principaux donc, sur lesquels on va baser notre formation. Donc, avant de commencer la partie introduction, est-ce que vous avez des questions donc, ou bien des choses que vous voulez que j'apporte plus de précision, que vous voyez, que vous voulez poser vos questions? Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur le plan de formation ou bien vous avez quelque chose donc, d'amélioration que vous voulez qu'on l'évoque au niveau de la formation, on peut certainement apporter quelques modifications. Allez-y, Issa, je vous entends. Oui, alors bonjour, Monsieur Tarek. Au fait, c'est du contrôle de gestion commerciale. C'est plutôt du contrôle de gestion commerciale où il y a. Non, c'est plutôt industriel. Donc, on essaye, vous savez, en fait, le contrôle de gestion, donc il est la partie la plus complète. Quand on parle de contrôle de gestion le plus complet, donc on parle de contrôle de gestion industriel. C'est vrai, donc il y en a aujourd'hui le contrôle de gestion, donc qui s'installe même dans des institutions financières, même dans des sociétés commerciales ou des sociétés de services, mais ça reste toujours donc le contrôle de gestion industrielle, c'est-à-dire la formation la plus complète. Parce que vraiment, donc là où il y en a vraiment beaucoup de difficultés, et là, en fait, je vous conseille, donc, pour ceux qui font donc ce carrière de contrôle de gestion, d'essayer un jour, en fait, de s'introduire dans une société industrielle. Et là, vous allez voir vraiment les difficultés et les challenges. En fait, c'est un peu plus compliqué que de n'avoir d'être un contrôleur de gestion dans une société plutôt financière ou bien société commerciale là où il y en a plutôt orienté reporting et des choses comme ça. Industriel, c'est la tâche la plus complète. Donc, c'est l'expérience d'ailleurs la plus complète pour un contrôleur de gestion. Et donc, si on fait l'industrie, donc comme si on a fait tout le reste, donc certainement, donc il y en a de particularités pour les autres secteurs d'activité, mais le secteur le plus complet, c'est l'industriel. D'accord. Mais donc, ben, ok, je comprends. Parce que vu qu'il y a du contrôle de gestion sociale aussi, donc, bah, si déjà, ça nous permet d'avoir des bases pour tout le reste, donc c'est déjà bien. Exactement. Voilà, Mm. Merci. pas de quoi. Allô? Oui, Désolé, je suis en train de tenter de lire ma même bon, mon application est un peu bizarre. Ma question, c'est une préoccupation, pas une question fondamentale. En fait, j'avais eu à discuter avec vous sur WhatsApp. J'avais dit que comment est-ce qu'il était possible de pouvoir intégrer dans le plan de formation, comment prendre en main un contrôle de gestion, un système de contrôle de gestion, quelqu'un qui vient d'être embauché nouvellement, soit dans une boîte d'accord. et il doit prendre en main le contrôle de gestion de l'entreprise, comment implémenter, de par quoi il va commencer jusqu'à ce qu'il puisse s'en sortir. Bon. Euh, Vous voulez parler plutôt de mise en place d'un contrôle Oui, de gestion dans une société? mise en D'accord, place d'un contrôle de gestion. d'accord. Donc, on va essayer d'ajouter cette partie-là, donc de mise en place de contrôle de gestion dans une entreprise, c'est-à-dire comme si une nouvelle mission, donc c'est la première fois que l'entreprise donc, met en place de contrôle de gestion. Ok, d'accord. Oui, et puis, Je vais essayer de l'ajouter, mais même si elle sera donc une des dernières séances qu'on fera. et D'accord. spécifiquement en industrie, parce que moi, je fais beaucoup les Oui. industries, donc Oui, l'industrie, c'est indispensable d'en avoir de contrôle de gestion. d'accord, merci. Ok, très bien, bien noté. Allô? Oui, Oui, Allô? oui, Hassan. c'est pas Hassan, bah, c'est l'autre qui Bonsoir. parle, il a pas fini d'abord. Ah, Oui, d'accord, ok, d'accord. Oui, oui, c'est Joe, c'est Joe. Je suis Joe, Bonjour Dio, j'appelle de la bonsoir Dio. Guinée. Oui, Oui. Voilà, j'avais un souci. oui, Je voulais dans une entreprise bon, de distribution de produits pétroliers oui, et nous n'avons que le service de comptabilité en tant que la finance. mhm, Euh, mais selon mes analyses, j'ai constaté quelques bon, interventions frauduleuses. mhm. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je peux euh, motiver ou bien, n'est-ce pas, inciter notre directeur à mettre en place un contrôle de gestion, mais y compris le contrôle, n'est-ce pas, bon, pas gestion en tout cas, mais contrôle interne. Oui, Est-ce que, contrôle interne, oui, audit interne, bien contrôle interne, oui.
les deux peuvent aller ensemble. Mhm. Si on D'accord. peut à la fois, parce que la, la notion que les gens ont ici, par ici, dès qu'on dit contrôle de gestion, Mhm. c'est, ça englobe tout le contrôle au fait. Est-ce que cela est réalisable? Oui, en fait, on va voir. Donc, parmi donc, les tâches de contrôleur de gestion, c'est la mise en place de contrôle interne dans une entreprise. Ça, on va le voir, mais certainement, on ne va pas trop le détailler, mais ça sera parmi les tâches d'un contrôleur de gestion. D'accord? Là, en fait, aujourd'hui, donc le contrôle de gestion devient indispensable pour tout type d'entreprise. Donc, ça, c'est tant mieux. Donc, on le voit aujourd'hui. Malheureusement, que c'est un peu tard. Donc, que les entreprises elles se lancent aujourd'hui. Donc, à chercher. Et d'ailleurs, par exemple, chez nous, le marché tunisien, donc, il y en a un manque énorme donc, de disponibilité de contrôleurs de gestion. Euh, Là où il y en a beaucoup de demandes, mais malheureusement, il n'y a pas des gens qui sont expérimentés. C'est vrai que les facultés, donc ils enseignent des disciplines de contrôle de gestion, mais ça reste toujours, c'est-à-dire l'offre de, c'est-à-dire les offres c'est pas l'offre d'emploi, mais c'est plutôt la disponibilité des contrôleurs. Donc, il est très rare, il est très rare parce qu'il y en a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et donc là, c'est malheureusement donc, que les entreprises, comme je vous ai dit, donc, qu'elles se réveillent un peu tard pour l'importance en fait de ce poste dans l'entreprise. Donc, parce qu'en en général, les sociétés, une majorité des sociétés, c'est-à-dire la majorité des sociétés dont nous, par exemple, pays africains, ce sont des sociétés familiales. Et donc, qu'on se réveille un peu tard, qu'en fait la société a atteint certaine taille, qu'on se demande donc qu'on peut-être un passage d'un auditeur au passage d'un commissaire aux comptes qui va nous proposer de recruter un contrôleur de gestion. Mais le contrôleur de gestion, on va le voir, donc il a une position stratégique très importante, donc c'est un partenaire dans la gestion d'une entreprise. Merci, merci bien. Merci beaucoup. Pas de quoi. Donc, dans ce cas, on verra toutes les bases nécessaires pour pouvoir être un bon contrôleur de gestion après cette formation. Oui, exactement. Donc là en fait, au niveau de contrôleur de gestion, on va le voir d'ailleurs, donc il a beaucoup de qualités qui sont indispensables pour un contrôleur de gestion. Et la base, c'est la technicité. Nous, au niveau de la formation, cette formation, elle est orientée plutôt technicité. Parce que on va voir que l'on a des soft skills qui sont nécessaires donc pour un contrôleur de gestion. Là, dans cette formation, on ne va pas les évoquer. Mais là, on va évoquer la socle qui est indispensable pour un contrôleur de gestion, qui est la technicité. D'accord? Donc, c'est ça la cible de l'orientation de cette formation. Donc, au niveau de technicité, vous aurez beaucoup de technicité, vous aurez beaucoup de choses à maîtriser parce qu'on va parler concret. Donc, on va travailler sur des choses vraiment du concret. D'accord? Mais les autres, certainement, donc vous devez, comme contrôleur de gestion, vous essayez de les développer. Donc, on va les voir. Donc, quelles sont les qualités d'un contrôleur de gestion? D'accord? Et là, côté technicité, ça, je peux vous assurer que vous aurez suffisamment de technicité à la fin de cette formation et que vous devez vous essayer en fait de mettre en place donc ce que vous apprenez. Mais par la suite, tout ce qui est, comme je vous dis, surtout les soft skills, là, c'est à vous en fait de développer ces compétences. Donc, on va les voir, mais c'est à vous de les développer. D'accord? C'est-à-dire cette formation, elle va être orientée plutôt technicité. Comme je vous dis, c'est le socle, c'est la base d'un travail d'un contrôleur de gestion. D'accord, merci beaucoup. Merci, Issa. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir, Oui, vous Aboubacar, m'êtes, bonsoir. c'est Mboussa, c'est pas Ah, c'est Boubacar. Moussa. Bonsoir, Moussa. Oui, dans quelle mesure je peux justement implémenter toutes ces compétences dans le cadre de l'exercice de ma profession parce que je suis au contrôle de gestion, mais dans une banque. Très bien, excellent.
Donc, en fait, les notions qu'on va aller voir, ce sont des notions qui peuvent s'appliquer à n'importe quel secteur d'activité. D'accord? Et donc là, ce sera, en fait, vous aurez, là, vous êtes par exemple contrôleur de gestion dans une banque, et donc vous aurez plus d'habilité à mettre en place, donc ce qu'on va le voir, et que vous allez l'adapter donc à votre secteur d'activité. D'accord? Donc, ce qu'on va le voir, c'est du standard qui pourra être appliqué, comme je l'ai dit, à n'importe quelle activité. Et donc, c'est ça le contrôle de gestion. Il n'y a pas de. Le contrôle de gestion entre un industriel ou bien un service ou bien un secteur financier, donc il y en a 80% qui est commun. Et le reste est spécifique donc, pour chaque activité. Donc, nous, on va voir ces 80%. D'accord? C'est 80%, tout ce qui est commun entre les différents contrôleurs de gestion des différentes activités. On va voir la partie qui est commune à tous ces contrôleurs de gestion. Et c'est à vous, en fait, de faire un effort et de mettre en place, en fait, ce que vous allez apprendre. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait, conseil pour tout le monde. Donc, il ne faut pas que la formation, elle soit juste au niveau de la formation. Il faut la mettre en place, essayer de la mettre en place. Même si vous trouvez des difficultés, là, on peut s'échanger pour vous aider à mettre en place donc, ce que vous allez voir dans cette formation. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Bon, moi, ma question, bon, à peu près, ça rejoint les autres, mais juste savoir, est-ce qu'il y aura plus de pratique de Exactement, l'information que de exactement. théorie? Toute la formation, elle est pratique. Donc, à OK. part aujourd'hui la partie introduction, à part la petite partie qu'on va la voir, c'est-à-dire le début de la séance prochaine, là, on va parler des phases d'élaboration du budget, et par la suite, il n'y aura que de pratique. Donc, il n'y aura pas de. OK. Donc, quand on va entrer dans le budget, ça y est, donc c'est de pratique, on va travailler budget, donc des chiffres. Et là, vous savez, donc le métier d'un contrôleur de gestion, donc le métier, il est très lié à tout ce qui est mathématique, à tout ce qui est calcul. Donc là, vous Oui. allez voir que vraiment, donc il y en a énormément de calculs qu'on va faire. Et là, c'est-à-dire, on a trouvé la solution de trouver des solutions, de trouver des formules déjà prêtes d'Excel, en fait, qui sont proposées par Excel, que je vais vous le montrer aussi durant donc cette formation pour en fait dépasser des calculs qui sont des calculs statistiques très complexes, vraiment. Donc, quand on le voit de la première fois, s'il n'y a pas vraiment ces formules Excel capables de résoudre ces problèmes-là, vraiment, il faut quelqu'un vraiment de matheux pour pouvoir donc faire, par exemple, des prévisions, pour faire des prévisions à travers ces calculs, ces calculs. Donc, du coup, après la formation, on sera apte nous-mêmes de créer des tableaux prévisionnels et tout, en même temps informatisés, au fait. Si vous voulez Exactement, dire. exactement, exactement. C'est ça l'objectif d'ailleurs. OK. Merci. D'ailleurs, vous allez C'est voir au niveau de quand on va commencer avec le budget, donc avec on a fait budget vente, et à la fin, on fera le budget global de l'entreprise et on va lier ce budget-là avec le budget de trésorerie et par la suite ce budget de trésorerie avec les états financiers prévisionnels. Tout ça doit être cohérent. D'accord? Cohérent ensemble. On va voir comment les états financiers prévisionnels, ils sont basés sur du budget. Donc, il ne faut pas que le budget soit juste donc, un document donc, qu'on va le voir, qu'on va approuver et par la suite, il va disparaître. Donc, on va le mettre on va le ranger dans nos armoires. Donc, ça sera donc un document vivant. D'accord? Un document vivant. Donc, sur la base de ce budget, on va faire le budget. Donc, on va faire les états financiers prévisionnels parce que les états financiers prévisionnels, c'est eux qui vont nous déterminer le résultat prévisionnel, qu'on va la comparer avec l'objectif que nous avons fixé au départ. D'accord? Donc, si les états Oui. financiers prévisionnels dans des états financiers prévisionnels, on ne trouve pas le résultat escompté, on va tout refaire. D'accord? Parce qu'on est parti d'un objectif de rentabilité bien déterminé qui a été fixé par les associés. Et donc, c'est ça, en fait, l'entreprise, elle travaille ça, elle travaille comme ça. Donc, les associés qui se réunissent, qui disent, voilà, cette année, l'année dernière, on a fait telle rentabilité, cette année, on va augmenter un peu. Voilà notre objectif.
Et voilà, donc ils vont se réunir avec le conseil d'administration, avec le PDG de l'entreprise. Monsieur le PDG, votre objectif cette année, c'est ce chiffre-là de rentabilité. Et donc ce PDG-là, il va se lancer dans un processus budgétaire et il va donc, comment il a une certitude qu'il va atteindre l'objectif. Donc à travers le budget, il doit voir au niveau des états financiers prévisionnels que le résultat coïncide avec ce qui a été demandé par les actionnaires. D'accord? Comme ça, il va approuver un budget. Mais un budget, comment on l'approuve? On l'approuve après avoir, parce que le budget, comme je dis, ce sera la matière première des états financiers prévisionnels. Donc, une fois les états financiers prévisionnels, le résultat, c'est-à-dire au niveau des états financiers prévisionnels, coïncide avec l'objectif qui a été fixé par les actionnaires, on va approuver le budget. D'accord? C'est pourquoi je vous ai Ok, dit, en ça fait, va. c'est pas quelque chose de purement technique, mais c'est vraiment, c'est l'objectif. C'est-à-dire, toujours, il ne faut pas oublier l'objectif qui a été déjà fixé et qui fixe l'objectif. Ce sont les propriétaires de l'entreprise, ce sont les actionnaires de l'entreprise. Et qui veille, en fait, à atteindre cet objectif, c'est le conseil d'administration à travers ses organes qu'elle a, comme le contrôle de gestion. Ok, merci. Pas de quoi, ça. Vas-y, Boubacar. Oui, Bonsoir, monsieur Tal. merci, Monsieur Tarek. Maintenant, moi, j'ai trois préoccupations. Oui. Ok, la première, il s'agit des tableaux de bord Mhm. et les reporting, si on va le voir un peu. D'accord. Deuxième préoccupation, c'est leadership et gestion de l'équipe. Mhm. Maintenant, troisième préoccupation, c'est gestion du management et résolution des conflits. D'accord. OK. Très bien. Donc, concernant les tableaux de bord et reporting, en fait, j'ai eu la demande de ça. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai envoyé aujourd'hui donc un mail pour dire aux participants, parce que les tableaux de bord, vraiment, si vous voulez apprendre comment réaliser des tableaux de bord, c'est maîtriser le BI. C'est maîtriser le Power BI, essentiellement en particulier. Ou bien, au moins, donc maîtriser l'Excel avancé. Donc, c'est pourquoi j'ai envoyé donc un mail aujourd'hui aux participants, à ceux qui font le contrôle de gestion, en leur proposant donc un prix spécial, un prix de 50% de remise sur la formation Excel avancée et Power BI. Et tout ça, en fait, dans l'objectif de compléter cette formation donc, en contrôle de gestion. Pour que la formation de contrôle de gestion, c'est vrai. Donc, la formation, et vous allez voir que les 20 séances que nous avons prévues, ils vont à peine suffire donc à compléter déjà les trois modules. C'est pourquoi la partie tableau de bord et tableau de bord, c'est une partie qui est donc avec le BI et l'Excel avancé. Parce que tableau de bord, on va le voir avec l'Excel avancé, comment concevoir des tableaux de bord, donc avec l'Excel avancé pour ceux qui veulent se limiter à Excel, mais essentiellement et surtout avec le Power BI. Parce que le Power BI, vous allez voir d'ailleurs parmi les limites de contrôle de gestion, c'est cette information qui n'est pas à jour. Alors qu'avec le Power BI, avec une connexion directe aux ERP, avec une connexion directe au CRM de l'entreprise, donc le Power BI, il va vous offrir une information actualisée instantanée. Et d'ailleurs, donc vous allez pouvoir vraiment en avoir des tableaux de bord en temps réel. Donc vraiment, c'est nécessaire donc, de compléter la formation de contrôle de gestion avec l'Excel avancé et Power BI. Et peut-être pour les sessions prochaines, on fera donc une offre globale. On fera peut-être au lieu de 40 heures, on fera peut-être 60 heures de formation. Et là, on va inclure une partie donc de conception de tableaux de bord donc à travers surtout le Power BI. Donc ça, c'est une partie. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils vont recevoir donc le mail, donc certainement. Pour donc, le leadership donc, et la gestion, de gestion des conflits, comme je vous ai dit, ça a été programmé dans la première, donc, la première formation, dans la première session de la formation. Mais comme je vous ai dit, c'est une partie qui concerne vraiment des soft skills qu'on n'a pas vraiment à l'entamer dans cette formation parce que, comme je dis,
et vous allez voir que les trois modules qu'on va aller voir, parce qu'on va les voir vraiment en détail, d'accord? On va les voir vraiment en détail. Donc les 40 heures, ils vont à peine suffire à couvrir donc ces trois parties. C'est vrai, le contrôle de gestion aujourd'hui, vraiment, donc ça nécessite beaucoup de compétences, donc des compétences techniques, des compétences de soft skills managériales, mais à l'instant, donc les sessions qu'on propose au niveau de contrôle de gestion, comme je dis, j'essaye de les améliorer. Peut-être à la prochaine fois, elle sera avec la partie donc tableau de bord et conception de tableau de bord. Peut-être prochainement aussi, donc avec une partie donc, de soft skills qui sont nécessaires, même si c'est pas trop détaillé, mais qu'on les évoque au moins. Vous avez raison, Aboubacar. Inch'Allah, pour les prochaines sessions, il y aura des choses pareilles. D'accord, c'est bien noté. Mais pour Maintenant, je ceux ne en sais fait, mais pour pas, ceux en fait qui vu. sont inscrits donc au Masters Class donc de Futur DAF, certainement ils vont le voir donc avec parce que ils vont assister donc à la formation Excel avancé et Power BI. Donc automatiquement ils vont le voir cette partie de conception de tableau de bord. D'accord, c'est bien noté. Maintenant, je ne sais pas, vu que ce n'est pas prévu pour cette session, si toutefois on peut avoir même le diapo pour que les participants puissent lire pour avoir des idées et au cas où s'ils seront confrontés au cas d'avoir des références. D'accord. En fait, Boubacar, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir, ce sont des cas pratiques qu'on va essayer de résoudre ensemble. D'accord? Qu'on va essayer de les résoudre ensemble. Donc, on va faire chaque fois des petits rappels, donc de comment calculer les coûts, quels sont les éléments qui sont inclus dans le coût. Et par la suite, on fera directement, donc toute la formation, vous allez voir, elle est basée sur des cas. D'accord? Sur des cas qu'on va essayer de le faire ensemble nous-mêmes. D'accord? Ce sera interactif. Donc, je vais toujours vous demander comment remplir ça. Donc, qu'est-ce que l'élément qu'on va l'inclure? Donc là, je vous demande vraiment d'être interactif dans la formation. Aussi, la formation, elle est basée sur, voilà, comme vous voyez, sur trois modules, principalement sur trois modules. Mais en fait, ces modules, ils sont interliés, les séances, ils sont interliées. Et donc là, je vous demande vraiment donc, de réviser, donc de réserver du temps pour réserver et mettre en place, en fait, c'est ce que vous allez voir. C'est comme ça que vous allez vraiment le maîtriser. Parce que en fait, la science de la science 4 elle est basée sur les connaissances de la science 3 et 6 sur 5 et ainsi de suite. D'accord? Ce sont des sciences, ce sont très liées. Donc, la totalité, il est très liée. Donc, même au niveau de budget, par la suite, quand on va parler de coûts, ça sera, tout est lié. D'accord? Au niveau les modules, tous les modules qu'on va aller voir, ils sont interliés. Et donc, il sera très important de réviser. Et la meilleure chose, en fait, de mémoriser ou de maîtriser, c'est de mettre en place donc, ce que vous apprenez. D'accord? Parce qu'en mettant en place donc, ce que vous apprenez, vous allez découvrir des difficultés et vous allez essayer de chercher des solutions. Peut-être qu'on vous assiste aussi donc, à trouver des solutions. Et comme ça, vraiment, donc, là, vous aurez une maîtrise totale de ce que vous apprenez. Il ne faut pas que ce que vous apprenez reste juste des connaissances théoriques, d'accord? Donc, essayez de le mettre en place. Donc, c'est les connaissances que vous allez voir. C'est bien noté. Merci, Aboubacar. Vas-y, Issa. Oui, j'ai juste une dernière question. Oui, bien sûr. En fait, vous êtes uniquement basé en Tunisie ou vous êtes en France aussi? Ou Non, pas en du tout? Tunisie. En Tunisie. D'accord. Je Mais suis basé est-ce en que c'est Tunisie. possible là pour une prochaine formation de voir un peu le contrôle de gestion sociale? Parce que vu qu'en France ici, c'est beaucoup demandé le contrôle de gestion sociale, surtout D'accord. dans les grandes structures. Donc, D'accord. il y a des cellules spécialisées sur du contrôle social en fait. Donc, tout D'accord. ce qui D'accord. concerne le salaire, le prévisionnel de masse salariale et tout. D'accord. Et ça, en fait, ça sera une partie au niveau de budget et au niveau de contrôle des coûts. Il y aura une partie donc, qui est réservée donc, à la partie, donc, salaire et charges sociales et tout ça. Et d'ailleurs, une connaissance en fait, de tout ce qui est taxes et tout ce qui est charges. Là, ça sera très important
est indispensable pour un contrôleur de gestion parce que s'il va prévoir, par exemple, des heures supplémentaires, certainement, donc il doit vérifier est-ce que c'est autorisé, c'est pas autorisé, autorisé à quelle limite, s'il est autorisé, donc comment il est payé. Donc vous voyez, en fait, le contrôle de gestion, il doit en avoir vraiment beaucoup de connaissances détaillées parce qu'il ne va pas parler juste de la théorie. Donc il va trouver une solution, c'est d'augmenter, de doubler, par exemple, les heures de travail. Mais est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est permis? Et s'il est permis, comment il est payé? Peut-être avec c'est-à-dire le taux horaire, donc avec ces augmentations, il devient plus rentable donc de travailler, de doubler les heures. Donc il ne faut pas rester dans la théorie, il faut vraiment en avoir donc le détail euh, de toute solution que vous proposez. Parce que par la suite, vous allez chiffrer cette solution. Et toute solution que vous allez vous proposer, elle sera une solution chiffrée pour vraiment voir est-ce que ça passe ou ça passe pas. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Issa. Bonsoir, Monsieur Tarek. Bonsoir. Ouais. En fait, c'est juste, j'ai une préoccupation. Est-ce que, en fait, au courant de cette formation, vous allez un peu nous expliquer, en fait, comment est-ce que le contrôle de gestion se comporte, dans les institutions étatiques, en fait? Ah, donc étatique. Oui, une Ouais. bonne idée. En fait, j'espère que un jour on voit vraiment donc les contrôleurs de gestion donc présents donc dans l'étatique, parce que vous voyez en fait l'étatique ça existe même en Tunisie. Quelques établissements donc ils ont des contrôles de gestion, mais le contrôle de gestion dans l'étatique il est orienté plutôt conformité plus que d'autres choses. D'accord? Il est très orienté conformité, donc conformité à la législation, conformité donc, plutôt, c'est pas vraiment le sens large de contrôle de gestion. Mais vraiment, même en Tunisie, on n'a pas vraiment une expérience très large dans le contrôleur de gestion dans les établissements étatiques. Aujourd'hui, les établissements étatiques sont tenus d'être aussi rentables, d'être aussi performantes. Et c'est pourquoi, en fait, ça devient donc aussi moderne de trouver des contrôleurs de gestion dans des établissements étatiques. Oui, peut-être, donc on va voir donc oui, d'accord. Donc je vais voir si c'est possible d'évoquer donc le contrôleur de gestion dans les établissements étatiques. OK. Oui, à Oui, Camisson. Oui. oui, bonsoir, Monsieur Tarek, vous m'entendez? Bonsoir, je vous entends très bien. Voilà, je voulais avoir juste une question. C'était concernant l'utilisation du PSD, plan stratégique du développement. Est-ce que un élément du contrôle de gestion, L'utilisation de du plan stratégique de développement, PSD, plan stratégique de développement. Oui. donc je veux savoir, est-ce que c'est un élément du contrôle de gestion? Si oui, est-ce que on va avoir quelques fondamentaux, comment les mettre en place? D'accord. Non, en fait, au niveau de notre formation, on va voir, et même, c'est pas vraiment de trop détaillé, mais on va voir donc en fait, la stratégie de l'entreprise. C'est pas peut-être c'est plan de développement stratégique. Vous parlez plutôt étatique ou bien vous parlez exactement de quoi exactement? Parce que cette notion-là, on n'a pas, par exemple, chez nous en Tunisie, on n'a pas, on a des plans de développement mais surtout, comme je l'ai dit, c'est pour les établissements étatiques ou bien pour l'État, en fait, pour l'État, c'est-à-dire pour le gouvernement. Non, Et vous parlez? c'est exactement pour une entreprise commerciale, mais c'est une projection sur 5 ans, mais avec des données chiffrées et chiffrables. D'accord, d'accord. Là, j'ai bien compris. Ça, c'est-à-dire, vous voulez parler de business plan de l'entreprise. Oui. Mhm. Oui, en fait, c'est la Oui, dernière partie. Ce sera le oui, business plan de l'entreprise qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce sera donc d'accord. une projection sur 5 ans, bien sûr. En fait, c'est recommandé de ne pas dépasser les 5 ans parce qu'après 5 ans, donc les prévisions ils deviennent un peu
un peu en fait, difficile difficile c'est-à-dire à prévoir, même au niveau des normes internationales. Aujourd'hui, les FRS, elles vous recommandent en fait d'actualiser sur 5 ans. Et si c'est nécessaire de dépasser 5 ans, il ne faut pas prévoir une croissance au-delà de 5 ans. D'accord, merci. Pas de quoi. Très bien. Y a-t-il d'autres questions avant de passer à la partie introduction, comme on l'a vu, aux tâches de contrôleur de gestion? Et... Très bien. Donc, on va commencer la petite introduction. Comme je vous ai dit, je vous ai préparé, donc, voilà. Donc, la première partie, celle-là, la partie introduction, ça, je vous laisse en fait le temps de la lire. On va commencer d'ici. Les tâches clés d'un contrôleur de gestion, la position hiérarchique de contrôleur de gestion et les compétences clés d'un contrôleur de gestion, ce qu'on va voir aujourd'hui comme introduction. Donc, on va commencer par les tâches clés de contrôleur de gestion. Donc, les tâches clés, selon l'Observatoire international de contrôle de gestion, le métier de contrôleur de gestion s'articule autour de 9 activités concrètes. Donc, qui reflètent la diversité déjà. Donc, 9 activités, c'est pas peu. Donc, diversité et richesse de sa fonction. Donc, ces tâches peuvent être regroupées selon 3 grandes dimensions. Donc, 3 grandes dimensions pour regrouper ces 9 tâches. Donc, la dimension humaine et managériale, dimension technique et dimension de modélisatrice. Donc, la première des tâches, c'est la production de reporting. Production de reporting, ça a été la tâche la plus fastidieuse, la tâche la plus chronophage donc pour un contrôleur de gestion. Mais heureusement aujourd'hui, donc avec les produits, c'est-à-dire les produits de BI, et donc là, cette tâche-là, elle ne coupe plus, c'est-à-dire au niveau de temps alloué à cette tâche de production de reporting. Donc, ça a été la tâche qui consomme le plus de temps pour un contrôleur de gestion. Mais comme je dis maintenant, avec le BI, donc là, cette tâche-là commence, donc elle ne consomme plus, c'est-à-dire elle commence plus le temps qui a été déjà auparavant. Donc, il y a eu une amélioration d'automatisation et tout ça. Donc, c'est de fournir des informations fiables et régulières donc pour piloter l'activité. Il prépare les tableaux de bord mensuels, hebdomadaires, trimestriels, suivre l'évolution des principaux KPI, indicateurs de performance, assurer la cohérence et la qualité des données remontées. Donc, c'est une activité historiquement la plus chronophage, selon l'étude, mais on recule avec l'automatisation. Donc, l'automatisation, et surtout, comme je dis, avec les produits BI, donc cette tâche-là, donc elle n'occupe plus c'est-à-dire la majorité de temps de contrôleur de gestion. Deuxième tâche, c'est l'élaboration des plans et des budgets, donc aide à anticiper, à allouer les ressources de manière optimale, donc coordination des processus budgétaires annuels, construction des plans d'action à moyen terme, dialogue donc avec les managers pour valider les hypothèses budgétaires et mise en cohérence entre stratégie et les moyens engagés. Troisième tâche, les analyses des écarts. Donc l'objectif, c'est de comprendre les écarts entre prévision et réalisation pour ajuster les actions. Comparaison entre résultats obtenus et les prévisions, identification des causes des écarts, effet de volume, effet de prix, productivité, élaboration de plans d'action correctifs. Quatrième tâche, c'est les prévisions et la reprévision. Donc, objectif, c'est d'adapter les prévisions budgétaires aux évolutions de l'activité. Donc, mise à jour régulière, donc des prévisions, relais forecast, donc introduction de nouvelles données de conjoncture, aide à la prise de décision et en contexte incertain. Cinquième tâche, business review. Donc, objectif, c'est d'évaluer la performance globale avec les responsables opérationnels. Il va animation des revues de performance périodiques, discussion autour des écarts, des résultats, des objectifs à venir et suivi de la mise en œuvre des décisions prises en comité de pilotage. Comptabilité analytique, donc objectif, c'est d'analyser les coûts pour mieux comprendre la rentabilité. Donc, suivi des coûts par produit, par activité, par centre de responsabilité, calcul de coûts de revient et des marges,
participation à la politique des prix ou à la réduction des coûts. Aussi, parmi ces tâches, donc l'animation avec les opérationnels. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les équipes dans la gestion quotidienne, donc co-construction des outils de pilotage, formation et accompagnement, donc à la lecture des indicateurs et rôle de business partner proche de terrain et de la réalité opérationnelle. Huitième tâche, c'est le développement de systèmes d'information. Donc, la fiabiliser, automatiser, moderniser les outils de gestion. Il va participer à l'évolution et l'intégration des ERP, de BI, des outils de reporting, la construction des bases de données de gestion et aide au paramétrage du système d'information financière. Neuvième tâche, c'est le contrôle interne. L'objectif, c'est de sécuriser les processus et limiter les risques opérationnels. Donc, réalisation d'audits internes sur les flux financiers, vérification de respect des procédures et la mise en place des contrôles clés pour limiter les erreurs et les fraudes. Donc, voilà les 9 tâches donc, qui étaient citées par l'Observatoire international de contrôle de gestion, qui sont des tâches d'un contrôleur de gestion. On va voir maintenant la position hiérarchique de contrôleur de gestion, comment elle a passé, donc comment elle a été et comment aujourd'hui, donc comment elle est et qu'est-ce qui est recommandé. Donc, la position hiérarchique de contrôleur de gestion et évolution en réalité actuelle. Donc, l'évolution historique. Donc, au début, donc, c'est un profil technique et subordonné. Donc, il est essentiellement donc, technique, purement technique. Il a été rattaché au service comptable et financier. Donc, sa mission principale était de reporting et de contrôle budgétaire. Donc, il intervenait en fait toujours en aval, donc avec une approche descriptive et voire bureaucratique. Donc son positionnement hiérarchique se plaçait sous la responsabilité de DAF et parfois sans accès direct à la direction générale. Donc ça commence à été. Transformation progressive de rôle, comment ça a évolué? Donc, avec la montée en puissance des performances globales, économiques, sociales, stratégiques, son rôle s'est élargi. Donc, il est devenu un intermédiaire entre la stratégie et l'opérationnel, ce qui a influencé sa position dans l'organigramme. Donc, la montée des outils de BI, des ERP, des tableaux de bord dynamiques a renforcé sa visibilité transversale. Positionnement hiérarchique actuel. Donc aujourd'hui, le contrôleur de gestion peut occuper donc plusieurs types de positions selon la taille, la structure et aussi la culture de l'entreprise. Ça peut être rattaché à la direction financière, c'est le cas le plus fréquent. Donc il garde une mission d'analyse de performance économique, mais avec un risque d'être perçu comme étant un contrôleur de coûts uniquement. Il peut être aussi rattaché à la direction générale, donc c'est une position stratégique, donc il devient un conseiller direct de dirigeant. Donc plus il a plus de visibilité, plus d'influence, et notamment dans les PME, ce qui va favoriser une vision globale de performance au-delà des chiffres. Ça peut être rattaché à la direction de business unité ou de site, donc c'est très fréquent donc pour les groupes de sociétés et les structures décentralisées. Donc le contrôleur devient alors donc un business partner local, donc proche de terrain au service des objectifs de son unité. Accent donc mis sur la réactivité, la proximité opérationnelle et le soutien au pilotage. Fonction matricielle, double rattachement. Donc, c'est le cas fréquent dans les grandes organisations. Donc, le contrôleur est à la fois rattaché à la responsabilité opérationnelle et à la direction de contrôle de gestion de groupe. Quels sont les enjeux liés à aux positions stratégiques? Donc, la visibilité, la position hiérarchique, donc la visibilité stratégique. Plus le rattachement est haut, c'est-à-dire rattaché à la direction générale, plus le contrôleur peut influencer les décisions clés. L'indépendance aussi. Donc, un bon positionnement permet au contrôleur de conserver une poste d'analyse objective, sans pression hiérarchique, surtout s'il est, par exemple, sous la direction financière. Donc, s'il est conseillé qu'il soit donc, directement rattaché à la direction générale. Transversalité, donc une position transversale facilite l'accès aux données aux autres fonctions, donc garage, production, commerciale. Crédibilité et influence, donc un rattachement pertinent renforce son rôle de partenaire au manager. Donc la position hiérarchique de contrôleur de gestion n'est pas figée, donc elle doit être adaptée aux enjeux organisationnels, proximité avec la stratégie, avec terrain ou les deux.
Donc, plus qu'un poste, le contrôleur de gestion occupe une fonction d'équilibre entre vision globale et action locale. Quelles sont les compétences clés d'un contrôleur de gestion? Donc, on va voir comment à la fin, un bon contrôleur de gestion ne se contente pas de produire des chiffres. En fait, il les fait parler, il les explique et les transforme en décisions. Donc, les compétences clés dans un environnement donc, de plus en plus complexe, digitalisé et orienté vers les performances globales, le contrôleur de gestion ne peut plus se limiter à des compétences techniques. Donc ça, c'est une partie des compétences qu'il faut y avoir, mais aujourd'hui, il est insuffisant. Donc, il est désormais un acteur transversal, doté d'un triple profil, donc analytique, stratégique et relationnel. Compétences techniques, et c'est ça en fait ce qu'on va voir dans cette formation essentiellement. Donc, c'est un socle indispensable du métier. Donc, maîtriser les outils de reporting et d'analyse, Excel avancé, Power BI, ERP, logiciel de gestion budgétaire, comptabilité analytique, calcul de coûts, coûts de revient, marge, centre de responsabilité, analyse financière, interprétation des ratios, des cash flows, des prévisions de budget, modélisation budgétaire, élaboration des simulations, forecast et scénarios. Le contrôleur est souvent l'interface donc entre les chiffres bruts et les décisions éclairées. Oui, ça. Je vous arrête juste pour ce côté-là. Oui, Au niveau des compétences analytiques, on va voir tout ça, les coûts de revient, comment on les calcule, les marges et tout ça. oui. D'accord, merci. Toute la partie compétences techniques, ça, on va la voir. D'accord. D'accord? Toutes les parties. Donc, les parties qu'on ne va pas les voir, c'est cette partie-là. Compétences relationnelles et managériales et compétences stratégiques. D'accord? Mais ça, on va la détailler, on va la voir en détail. Donc, compétences relationnelles et managériales. Donc, le contrôle de gestion moderne est un communicant et animateur. Donc là, en fait, certainement pour un contrôleur de gestion, il doit développer ses compétences de communication et d'animation. Donc capacité à vulgariser les données, ça c'est une qualité très importante auprès des non-financiers, parce que vous allez travailler, par exemple, avec des gens de la production, avec des gens qui n'ont pas vraiment des connaissances donc, en finance. Donc ce sont des non-financiers. Et même des fois, la direction d'un directeur général qui n'est pas vraiment un financier. Et donc là, la capacité de vulgariser les données auprès des non-financiers. Aussi, donc, une capacité d'écoute active et de pédagogie. Donc, il va expliquer, convaincre, accompagner les opérationnels. Animation des réunions. Donc, il sera amené à animer des réunions et des comités. Donc, revue de performance, business review. Leadership transversal, donc savoir influencer sans autorité hiérarchique directe. Donc, il est un business partner donc au service des opérationnels comme de la direction. Donc, il est entre les deux. Les compétences stratégiques, donc, c'est comprendre l'entreprise dans sa globalité pour mieux la piloter. D'ailleurs, l'avantage pour un contrôleur de gestion, il peut un jour devenir le directeur général d'une entreprise parce que vraiment, il va voir l'entreprise dans sa globalité. Donc, le champ d'intervention de contrôleur de gestion, donc, il est vraiment un champ très vaste, d'accord? Il dépasse même la direction financière aujourd'hui. Donc, un directeur financier, peut-être, donc c'est tout ce qui est finance, mais contrôleur de gestion, c'est encore plus large, d'accord? Parce il va travailler avec les opérationnels, avec la production, avec l'approvisionnement et tout. Donc, il travaille avec tout le monde. Donc, il aura une vision vraiment globale de l'entreprise. Donc, vision systémique, donc relier les chiffres aux enjeux de croissance, de rentabilité, de performance durable, analyse critique, détecter les incohérences, anticiper les risques, proposer les pistes d'amélioration, orientation client-résultat, donc comprendre les leviers de création de valeur, adaptabilité, donc évoluer dans un environnement incertain ou en transformation, donc fusion, digitalisation. Le contrôleur de gestion ne se contente plus de constater. Voilà, donc ça, été l'ancienne mission d'un contrôleur de gestion. C'est pourquoi on a dit, il intervient en général en aval. Aujourd'hui, il propose, il agit, il construit. Les soft skills et les postures, donc au-delà de savoir-faire, ce sont le savoir-être qui font la différence. Donc la curiosité, comment aller au-delà des chiffres, comprendre les métiers. Donc contrôleur de gestion, il doit s'impliquer donc à la métier de l'entreprise. Donc il ne doit pas se limiter juste aux chiffres
pour mieux en fait comprendre et analyser ces chiffres. Donc rigueur, la fiabilité des données, respect des délais. Donc ça ceci, c'est une qualité indispensable pour un contrôleur de gestion. Proactivité, c'est-à-dire ne pas attendre la demande, c'est anticiper la demande. Esprit d'analyse et de synthèse, donc savoir zoomer, dézoomer. Donc, il y en a des fois, on a besoin de zoomer, et il y en a des fois, on a plutôt besoin de dézoomer, de ne pas entrer vraiment en détail. Éthique, la confidentialité, ça c'est une qualité et ça c'est indispensable que le contrôleur de gestion donc conserve cette confidentialité et les informations qu'il a. Intégrité dans le traitement de l'information. Donc en résumé, le contrôleur de gestion moderne est polyvalent, agile et stratégique. Donc il est technicien de données et ça c'est une qualité, c'est pourquoi on commence toujours par cette qualité qui est le socle de son métier mais partenaire de management et acteur de transformation. Voilà, un contrôleur de gestion ne se contente pas à produire des chiffres, il les fait parler, c'est-à-dire il l'interprète, les explique et transforme en décision. D'accord? Donc là aussi, on va parler un peu des limites de contrôle de gestion. En fait, malgré son importance stratégique, le contrôle de gestion n'est pas exemple de limites. Donc ces limites peuvent être d'ordre technique, opérationnel, humain ou culturel. Il est donc crucial de les identifier pour mieux anticiper et les dépasser. Donc, les mythes techniques, donc la complexité des outils, certains outils comme la comptabilité analytique, la méthode basée sur activité ABC, les tableaux de bord complexes peuvent être mal compris ou mal exploités s'ils ne sont pas adaptés au niveau de maturité de l'organisation. Donc, ça doit être toujours, il doit avoir donc une adaptation et un niveau en fait proche entre le niveau de maturité de l'entreprise et les outils qu'on utilise. Il ne faut pas que ce soit des outils très complexes pour une petite organisation. D'accord? Donc, il doit y avoir une cohérence entre ces deux niveaux. Dépendance aux données chiffrées. Donc, le contrôleur de gestion s'appuie fortement sur du quantitatif. Mais malheureusement, se baser uniquement sur la quantitative, donc ça peut masquer une réalité qualitative importante. Exemple, la motivation, le climat social, l'innovation, tous ces facteurs-là qui sont non, c'est-à-dire qui sont qualitatifs, ils peuvent influencer donc c'est-à-dire les chiffres, tout ce qui est qualitatif. Donc c'est pour quantitatif. C'est pourquoi aussi un contrôleur de gestion, il doit s'intéresser à tout ce qui est aussi qualitatif. Obsolescence des informations dans un environnement donc volatile, les données peuvent devenir rapidement caduques, rendant en fait les décisions inadaptées. Et ça, en fait, l'importance d'en avoir des outils d'intelligence artificielle comme le Power BI, parce que le Power BI, il va s'intégrer, donc il va communiquer directement avec vos logiciels, c'est-à-dire avec la base de données, et donc il va vous donner une information toujours actualisée, et non pas une information dépassée. Les limites organisationnelles, en fait, rigidité excessive, donc une vision trop bureaucratique du contrôle peut bloquer la réactivité et l'innovation. Donc ça, vraiment absolument à éviter. Et d'ailleurs, en fait, il ne faut pas que le contrôle devienne une finalité, mais ça doit rester toujours un moyen donc entre les mains de l'entreprise. Donc, poids de procédure. Donc, lorsque le contrôle devient une finalité au lieu d'un moyen, il peut engendrer de l'ordre administratif et un rejet par les opérationnels. Et ça, vraiment, qu'il faut éviter ces conflits avec l'opérationnel. Il faut que ça reste toujours un moyen pour améliorer l'entreprise et non pas une finalité en soi. Donc, les limites humaines et comportementales, donc les effets pervers des indicateurs. En fait, ça peut pousser des collaborateurs à jouer avec les chiffres, donc sans vraiment une réelle atteinte des objectifs. Donc, manque d'appropriation. Donc, si les outils sont perçus comme imposés, donc d'en haut, ils peuvent être mal acceptés et donc inefficaces. Donc, c'est pourquoi les qualités de soft skills donc, qui sont nécessaires, de gestion de conflits, de gestion de résistance, surtout. Donc, un contrôleur de gestion, si on essaye la première fois qu'on met en place, par exemple, un contrôle de gestion, il aura certainement de résistance au départ.
Donc, il ne faut pas et comment confronter cette résistance. Donc, ça doit être avec avec beaucoup de qualité, avec une gestion appropriée de cette résistance. Il ne faut pas entrer en conflit. Donc, stress de la performance, donc une pression excessive sur les résultats peut nuire sur l'équilibre humain et la cohérence des équipes. Les limites culturelles, donc le contrôle de gestion s'oppose à une culture de résultat, donc de la transparence, de dialogue et de responsabilité. Dans certains contextes culturels ou organisationnels, ces valeurs peuvent être absentes ou mal comprises, réduisant fortement l'impact des dispositifs mis en place. Le contrôle de gestion ne doit pas être un outil de contrainte, mais de pilotage éclairé. Donc, sa réussite repose sur la mise en œuvre intelligente, adaptée au contexte. Il faut s'adapter au contexte et accompagner d'une véritable culture de la performance partagée. Donc, ça, ce sont les limites de contrôle de gestion. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons vu aujourd'hui? Donc on va s'arrêter là ce soir. Donc ça va être une séance courte. La prochaine fois, on va passer 2 heures. La prochaine fois, on va commencer avec le module 2, le budget. On va commencer avec une petite introduction, donc comment le roadmap de l'établissement de budget. Et par la suite, on va se lancer directement au budget des ventes. Avez-vous des Ok. questions concernant cette partie? Monsieur Terek, c'est Grégoire. J'ai une petite question. Oui. C'est par rapport à la responsabilité du contrôleur de gestion. Ah Des oui. fois, j'ai comme l'impression, c'est comme qui dirait, il n'est pas contrôlé. C'est lui qui Mhm. contrôle, qui donne des directives. Et par D'accord. conséquent, lui, il n'est pas contrôlé. J'ai posé cette question, j'ai eu des réponses en disant que il y a les services d'audit interne qui peuvent aller faire des enquêtes, je sais pas, Mhm. des enquêtes à son service. Mhm. Mais j'ai comme impression aussi, il influence aussi leurs décisions parce que si c'est Mhm. justifié, parce qu'il est en relation avec la direction générale, il peut D'accord. influencer cette décision-là pour qu'on puisse l'appuyer. Alors, D'accord. si vous pouvez un peu nous éclairer par rapport à cela. En fait, le contrôleur de gestion, il a des objectifs. Il a, en fait, de reporting à établir, un reporting hebdomadaire, un reporting mensuel, un reporting trimestriel. Donc, il a donc un plan de travail qui va le réaliser comme l'auditeur aussi. Donc, par exemple, pour un auditeur interne, il a un plan d'audit interne annuel. Et donc, on va mesurer le travail qui a été réalisé par rapport à l'objectif qui a été fixé au départ. Donc, c'est la même chose pour un contrôleur de gestion. Même s'il n'y a pas une personne qui le contrôle, c'est-à-dire contrôle son travail, mais indirectement, il est contrôlé. Donc, s'il va produire des reporting avec de retard, de reporting qui n'est pas de qualité, c'est-à-dire qui s'avère par la suite erroné, donc tout ça, automatiquement, il est contrôlé. Donc, le travail qu'il va le réaliser, il va le contrôler. S'il établit un budget et qu'on par la suite, on va comparer avec la réalisation, c'est très loin en fait entre les réalisations et les budgets. Donc ça, c'est un contrôle. Donc indirectement, il est sous le contrôle. Parce que le travail qui va le réaliser, on va le comparer par la suite avec la réalité. La même chose pour les coûts. Donc s'il va calculer d'une façon erronée les coûts, ça va se répercuter sur le résultat de l'entreprise. Donc on va se baser sur les coûts qui ont été définis, de coûts de production par exemple, définis par le contrôleur de gestion, il va fixer un prix de vente. Et par la suite, la rentabilité, donc on va étudier la rentabilité, on trouve que le résultat d'exploitation, la marge brute, c'est-à-dire le prix de vente moins le coût de production, il est déjà déficitaire. Donc là, c'est le contrôleur de gestion qui assume cette responsabilité parce qu'il a pas bien calculé les coûts de production. Donc déjà, il est indirectement contrôlé. D'accord? Il est indirectement contrôlé. Donc, il n'y a pas de, Ok. même si il n'y a pas réellement un organisme qui le contrôle, parce qu'on ne peut pas construire des organismes sur un organisme comme par exemple la police des polices. D'accord? Donc, c'est indirectement, il est contrôlé, sa position, il est très délicate, vraiment.
Donc la position d'un contrôleur de gestion, elle est très délicate, elle est très sensible parce que, comme je vous ai dit, donc, donc il va nous préparer des outils de pilotage. Donc si ces outils-là, il s'avère par la suite qu'ils sont erronés, par exemple un budget qui est très loin de la réalité, ou bien les réalisations des hypothèses qui n'étaient pas vraiment développées, donc ça va se répercuter sur le résultat de l'exercice. Aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment calculer les coûts, surtout dans une activité Oui, industrielle, on va se baser sur les données qui étaient, vous savez, des sociétés. Donc, on se base sur les chiffres communiqués par le contrôleur de gestion pour, par exemple, pour le coût de production et pour fixer un prix de vente. Et donc, si le oui. prix qui a été calculé est erroné, donc c'est lui qui va assumer. Parce que, comme je dis, en fait, c'est très simple par la suite de prouver la responsabilité de contrôleur de gestion. D'accord? Donc, Ok. si on trouve, comme je dis, résultat brut d'exploitation, c'est-à-dire vente moins coût des ventes et les déficitaires, donc là, on est déjà Hmm. déficitaire dès le départ. Donc, on n'a pas inclus des charges de personnel ou bien d'autres charges. C'est juste coût de la matière. D'accord? Et Oui, oui. malgré ça, on est déficitaire. Donc, qui nous a fixé le prix de vente? C'est le contrôleur de gestion. Ok. En tout cas, D'accord? merci beaucoup, M. Tarek. Merci Alors, beaucoup. il y Oui, a aussi une seconde question, c'est par oui. rapport au niveau relationnel entre la direction de la comptabilité et les contrôleurs de gestion. Mhm. Normalement, on travaille les reporting, les rapports mensuels, c'est Oui, en collaboration avec les DAF. Alors, oui, bon, je suis déjà dans les domaines de comptabilité sur sein d'une entreprise. oui. Alors, on constate, c'est comme qui dirait, nous les comptables, nous sommes mis à part. C'est comme qui dirait le contrôleur de gestion, il prend la responsabilité du département contrôle de gestion et comptabilité. Et quand il y a des améliorations, ils ne reviennent pas pour nous faire compte, mais ils frappent déjà les gens d'autres départements parce que c'est nous qui servons aux contrôleurs de gestion. Donc, c'est nous qui lui fournissons des informations qui sont à la comptabilité. Et par conséquent, ils produisent ces rapports. Mhm. Alors, des fois, on a comme impression, vu qu'il est en relation avec le management, Mhm. donc la direction générale, Mhm. il ne fournit pas certaines informations. Comme vous avez dit, il est Oui. censé être gardé, donc, donc garder certaines informations confidentielles. Mhm. Donc, ce degré de confidentialité doit s'arrêter à quel niveau? Donc, c'est Mhm. seulement les DAF et les contrôleurs de gestion ainsi que la direction générale, ou bien Mhm. nous aussi, les comptables, nous avons droit à ces informations-là. D'accord. En fait, là, ça dépendra, comme on a vu tout à l'heure, donc la position hiérarchique de contrôleur de gestion. Donc, un contrôleur de Mhm. gestion, par exemple, sous la responsabilité de DAF, c'est pas comme un contrôleur de gestion directement lié à la direction générale. Donc, avec la direction générale, c'est vrai, donc c'est une position plus confortable, c'est une position qui va lui permettre d'accéder à toutes les informations de tous les services. Donc, il n'y a pas de position, c'est pas comme qu'il soit, par exemple, directement juste sous la direction financière. Donc, il aura de difficultés à accéder aux autres informations en dehors de ce service. Et même des fois, il ne pourra même pas accéder à des informations qui sont sous le service de la direction administrative, donc par limitation d'accès, par exemple, par le DAF de l'entreprise. Mais là, malheureusement, donc, dans toutes les entreprises, et ça, c'est toujours donc, quelqu'un, en fait, qui, quand il va faire, donc, par exemple, il va commettre une erreur, donc il va essayer de la faire supporter par une autre personne. Et donc, ça sera toujours, on va descendre de l'hierarchie. Donc, pour lui, donc, selon sa position, donc, s'il est responsable de la comptabilité, il va en fait essayer de l'assumer, qu'elle soit assumée donc, par la comptabilité. Concernant l'accès à l'information, ça dépendra donc de c'est-à-dire du degré de la confidentialité. Donc, si c'est une information Mhm. purement comptable, il n'y a pas de quoi en fait que le comptable n'aille pas en fait l'information. Et d'ailleurs, le comptable, donc c'est parmi donc les gens qui a pratiquement accès à toutes les informations. Donc, on peut pas dire donc que c'est du secret professionnel pour un comptable parce qu'il est déjà donc avec les comptes, il sait exactement de chez qui en fait l'entreprise elle s'approvisionne, avec quel prix, à qui en fait l'entreprise elle vend, avec quel prix. Il n'y a pas d'information plus délicate que ça. D'accord? Oui, oui. Donc, D'accord. Merci si beaucoup, M. cette Tarek. information il est indispensable pour le comptable, on ne peut pas lui imposer donc le secret professionnel en disant c'est du secret professionnel. Donc non, c'est en fait ils doivent collaborer donc ensemble
dans l'intérêt général de l'entreprise. Et c'est la Merci. comptabilité, ce sera sa matière, c'est parmi ses matières premières. Donc, pour un contrôleur de gestion, il ne peut pas travailler sans comptabilité, un contrôleur de gestion. C'est ça. Ok. Parfait. Monsieur Tarek, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok. Donc, j'ai deux questions. Oui, c'est Ahmed. Donc, je travaille dans une société commerciale, mais nous ne savons pas encore si l'entreprise est bénéficiaire ou non. OK? Mhm. Donc, est-ce que le contrôle de gestion dispose de cette information, Mhm. oui ou non, ou bien, et comment? Parce que mon boss toujours posait la question, est-ce qu'on est bénéficiaire ou non? On est Mhm. bénéficiaire ou non? Parce Mhm. qu'il ne connaît rien. Est-ce que Mhm. la société est bénéficiaire ou non? C'est ça le D'accord. problème. Hmm. Et en fait, ça, c'est une situation parmi les situations les plus délicates que l'entreprise ne sait pas exactement donc sa rentabilité. Donc aujourd'hui, comme vous le Voilà. savez, donc la majorité des sociétés, en fait, les sociétés, surtout les sociétés de groupe, qu'elles établissent des états financiers mensuels. Et d'ailleurs, pourquoi en fait on fait les budgets? On fait le budget pour s'assurer qu'on est dans le bon sens. On fait le budget avec des hypothèses, avec un objectif qui a été fixé dès le départ, et par la suite, donc le budget, c'est comme une ligne de marche, ou bien une ligne la ligne que l'entreprise doit suivre pour atteindre cet objectif. Parce que, comme je l'ai dit, une entreprise, elle ne peut, l'entreprise, le sens d'une entreprise, c'est les bénéfices. Donc, une entreprise, son bénéfice, son réaliser des bénéfices, elle n'a pas raison d'être. Donc, on ne peut pas rester le but lucratif. Donc, c'est le sens d'une entreprise commerciale. Donc, et là, si on est dans une situation là, on ne sait pas même est-ce qu'on est rentable ou pas. Donc, ça, c'est une situation très grave. Donc, pour une entreprise, donc normalement, donc on ne doit pas se permettre de rester dans telle situation. Il faut en avoir des indicateurs, il faut en avoir un budget, il faut en avoir un rapprochement donc, de budget avec les réalisations, de comparer si on n'a pas atteint l'objectif, pourquoi on ne l'a pas atteint, on ne l'a pas atteint. Donc on doit chercher les causes OK. qu'ils ont fait cette défaillance et qu'on prend des décisions pour améliorer, pour en fait La anticiper. Si performance. on est au mois de janvier, on le voit qu'au mois de janvier, donc nous n'étions pas rentables, il ne faut pas que cette perte-là, elle se poursuive pour le mois de février, pour le mois de mars. Il ne faut pas attendre qu'on clôture l'année et qu'on fait la comptabilité et par la suite, il s'avère que l'entreprise est déficitaire. Donc là, on a perdu toute une année. Donc, une entreprise, elle est censée créer de la valeur et non pas de perdre de la valeur. D'accord? C'est vrai, Donc, c'est vrai. au niveau de la formation, certainement, on va voir donc comment préparer les budgets. Parce que, comme je dis, les budgets, elle est faite pour qu'elle soit suivie. Donc, c'est-à-dire, donc là, voilà notre objectif. Cette année, on a besoin de réaliser 20 000 euros, bien 200 000, bien 300 000 euros de bénéfices nets. Sur cette base-là, on va fixer la quantité à vendre. Sur cette base-là, on va fixer la quantité à acheter ou bien la quantité à produire et les charges et ainsi de suite. On va faire des états financiers prévisionnels donc, qui en fait qui reflètent ce bénéfice ou bien cette rentabilité qu'on a cherché. Et par la suite, on va mensualiser. Vous savez qu'au niveau du budget, il devrait être par la suite mensualisé janvier, février, mars et même donc, si nécessaire, donc c'est par semaine, à la suivre par semaine. C'est vraiment, donc on veut s'assurer vraiment qu'on est dans le bon sens et qu'on ait une certitude d'atteindre un objectif. C'est-à-dire pour multiplier toutes les chances donc d'atteindre l'objectif, on doit le suivre si nécessaire par jour, par semaine. Les objectifs de vente, les ventes, est-ce qu'on est dans le niveau qui permet de couvrir nos charges et dégager de bénéfices ou non? Donc, OK. certainement, donc, vous devez en avoir donc, un service de contrôle de gestion et de suivi de rentabilité, certainement. Dans ce cas, Monsieur Tarak, Oui, j'ai commencé comme comptable. J'ai fait 4 ans de responsable comptable d'accord, et après 8 ans comme un responsable commercial. OK? d'accord, Donc, maintenant, je veux devenir comme un contrôleur de gestion. d'accord. J'ai la comptabilité et j'ai le commercial et j'ai Excellent. aussi les techniques Excel et le Power BI aussi. D'accord.
Donc, vous avez les compétences nécessaires. Je suis Donc, pour occuper. homme de terrain. Très bien. Donc, vous avez les compétences nécessaires donc, pour en fait occuper ce poste. Donc, avec cette formation, certainement. Donc, vous allez voir donc, les techniques donc, qui sont nécessaires donc, à utiliser donc, par le contrôleur de gestion. Et certainement, donc, tout ça sera dans votre intérêt. Donc, Voilà. et vous allez en avoir. Donc, et d'ailleurs, une maîtrise de la comptabilité, ça, c'est très important aussi. La maîtrise de la comptabilité est indispensable pour un contrôleur de gestion. Et ça, je le dis toujours, la comptabilité, c'est la première source d'information. Donc, si on veut être un bon auditeur, il faut maîtriser la comptabilité. Si on veut être un bon contrôleur de gestion, il faut maîtriser la comptabilité. Donc, toujours la comptabilité, vraiment absolument à maîtriser. Voilà. Donc, certainement, quand je dis à la maîtriser, c'est pas nécessairement qu'on arrive donc à passer toutes les écritures, mais il faut au moins pouvoir la lire. Lire Donc, bien quand on a... le bilan. Voilà, exactement. Quand on a besoin d'une information particulière, donc on sait vraiment donc, comment en fait on récupère cette information. On n'est pas vraiment dépendant du service de la comptabilité pour accéder pour accéder à telle ou telle information. Et surtout, vous allez voir au niveau des calculs des coûts. Donc vraiment, tout est lié à la comptabilité au niveau du calcul des coûts. Donc d'où ça vient l'information ce sont les factures qui étaient saisies. Et donc, si vraiment on n'a pas cette facilité donc, à accéder à la comptabilité, on ne peut pas vraiment accomplir notre travail convenablement. Oui, vous avez Donc, raison. vous avez tous les atouts, c'est d'Ahmed donc pour occuper ce poste-là. Inch'Allah. Charles. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Donc, Oui, ça. on est bien d'accord, ça va couvrir l'entièreté du contrôle de gestion après ça, après le cours. Oui, en fait, la partie technique. Oui, la partie technique, ok. D'accord? La partie Mais technique. je veux dire, en termes de chapitre de la comptabilité, je dis comptabilité, en termes de chapitre du contrôle de gestion, ça Oui, couvre l'entièreté, au fait. j'ai pas bien entendu ça. J'ai dit, en termes de chapitre, au fait, de la Oui, connaissance du contrôle de gestion, ça oui, couvre l'entièreté, au fait, le côté, au niveau technique. Donc, ça oui, couvre. exactement. Donc, ça sera tout ce qui est budget et tout ce qui est calcul de coûts et la dernière partie, tout ce qui est prévisionnel. D'accord, ça marche, merci. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. S'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie d'être là ce soir. Donc notre rendez-vous, ça sera donc la semaine prochaine, le mercredi prochain, à la même heure, donc 20h30 heure Tunisie. Tout à l'heure, je vais vous envoyer donc ce document qui a été présenté, ainsi que l'enregistrement. Donc ça sera toujours de cette façon. Donc après la séance, je vous envoie les documents à se présenter et les enregistrements. D'accord? Et donc, si vous aurez des questions, donc n'hésitez pas à les envoyer donc par mail ou bien par WhatsApp et je n'hésiterai pas certainement de vous répondre. Merci encore une autre fois et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur Terek. Au revoir. Bonsoir, monsieur Tarek. Au revoir. Soirée. Au Au revoir. revoir, bonne soirée.